élevé. Et pour ne pas être en privation de sommeil, l'adolescent doit dormir entre 7 et 8 heures au minimum. Les besoins, les modifications, alors l'adolescent a donc des besoins qui sont un peu différents. Et là encore, nous préconisons à l'Ortège que les emplois du temps, mais ce n'est pas simple, soient aménagés dans les collèges et les lycées pour que les cours ne commencent pas avant 9 heures du matin. Alors, je vais laisser maintenant le professeur François Testu évoquer justement le problème des rythmes biologiques avec les rythmes scolaires. François, à toi la parole. Oui, merci Michel. Bonjour tout le monde. Je ne vous vois pas, mais je vous devine. Et j'essaierai d'être assez bref parce que si vous ne m'arrêtez pas, vous risquez d'être encore dans la salle demain matin. Donc, cet observatoire, j'y tiens beaucoup, c'est un peu mon bébé. Et jusqu'ici, ça fait bientôt 10 ans qu'il est là et ça fonctionne. L'objectivité est respectée, les échanges sont importants et des travaux sortent de cet observatoire. Je voudrais dire que ce n'est pas l'université en tant que telle qui nous a aidés. Parce qu'on a parlé beaucoup de ces rythmes scolaires, je vais y revenir, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Et puis, on se sert de l'expression quand on en a besoin pour faire passer telle ou telle mesure, mais on oublie qu'il n'y a pas toujours des mesures à prendre. Je pourrais revenir sur ce point-là. Alors, on peut dire aussi que la question des rythmes scolaires s'appuie sur des piliers, et j'en connais deux, les rythmes biologiques, les rythmes psychologiques. Donc, biologique, psychologique, et dans les universités, ce n'est pas une donnée qui importe. Je crois que les évaluations qu'on peut faire des travaux de chronobiologie sont rapidement faites, et il n'y en a pas de travaux de chronopsychologie et de chronobiologie. Donc, c'est vite fait. Mais donc, nous sommes attelés à la question en passant par des amis, des collègues, mais des collègues qui travaillent sérieusement. Alors, autre point, la question, je ne vais pas vous faire l'historique, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, on pourrait faire l'historique et faire durer le plaisir pendant toute une nuit. Non. La question, c'est d'arriver à utiliser les quelques données que nous avons, et ce sont des données d'ordre scientifique, et qui relèvent soit de la chronobiologie, c'est-à-dire la rythmicité des processus physiologiques, et d'autre part, la chronopsychologie, la variation. Il s'agit là de la variation des processus psychologiques. Donc, deux piliers qui se côtoient et qui s'entraident, et qui a amené à considérer des données que nous avions dégagées. Il faut dire que c'est un peu curieux, mais quand j'ai commencé ces travaux, ça fait quand même au moins, oui, un peu plus, 40 ans, 45, bref, on ne parlait pas de rythme, de chronobiologie, de chronopsychologie, on parlait de fatigue. Alors, ce terme de fatigue est assez ambigu. Et je pense qu'il faut être très réservé quand on utilise l'expression rythme scolaire, qui est à double sens. Soit ils correspondent donc aux variations périodiques de l'activité intellectuelle et des processus physiologiques dans leur fonctionnement, soit ils correspondent aux variations propres aux sujets, propres aux enfants, aux ados, qui eux aussi présentent des rythmes. C'est-à-dire qu'il y a deux types de rythmicité, la rythmicité environnementale et la rythmicité, qu'est-ce que j'ai dit oui, et la rythmicité classique qui correspond ni plus ni moins qu'à des emplois du temps. Bon, pourquoi pas? Mais dans ce cas, le côté scientifique est difficile à dégager, parce que sous le terme de fatigue, eh bien, on peut tout y mettre. Et la fatigue, c'est une donnée qui est difficilement contrôlable
et qui peut résulter de nombreux facteurs qui n'ont rien à voir avec l'enfant et son développement et ses rythmes. Donc, attention, quand on utilise cette expression, précisons tout de suite qu'il s'agit de ça ou ça ou ça ou ça, et que on va s'occuper de fournir des informations scientifiques aux amis qui ont voulu se lancer dans cette aventure. Alors, c'est pas une aventure toute récente, puisqu'on avait les grands psychologues français, notamment, je pense notamment à Paul Fraisse, je pense à toute l'école parisienne de la rythmicité psychologique, je pense à toutes les recherches qu'on portait sur l'influence de tels facteurs sur les comportements, sur les performances des élèves, mais la chronopsychologie peut aussi se pencher sur les questions de variation de variation de comportement. Hein. Alors, rythme scolaire, rythme psychologique, bon, il faut être prudent. C'est tout ce que je veux dire. Et raisonnable dans les analyses de ces résultats. Alors, une fois qu'on a bien assimilé cela, eh bien, il y a de nombreux facteurs qui doivent être pris en compte pour dire, ben voilà, vous voyez là, on est au milieu de la nuit et il va falloir quand même emmener le train jusqu'à sa destination. Ben ça veut dire que, il faut que le conducteur soit au courant qu'on a des moments de fatigue, mais des difficultés à tenir éveillé pendant le sommeil. Michel en parlera certainement encore plus tout à l'heure. Et ça veut dire aussi qu'on ne peut pas utiliser ces données sans prendre d'énormes précautions. Ce qui n'a pas été fait. Entre nous soit dit, on est entre nous. Quand j'ai découvert le chantier, je ne parlais pas de rythme scolaire au sens variation approximative à vue d'œil des comportements des adultes, des jeunes, mais c'est un peu ça, c'était un peu la loterie. Donc, on a essayé de s'occuper de tout ça, et je ne vais pas vous faire la liste de toutes les préconisations que nous avons mises sur la table, et dire voilà, si vous mettez en place la semaine des 4 jours, il faut regarder les conséquences dans l'école, il faut regarder les conséquences de cet aménagement qui n'a aucun sens pour les enfants. Et je pèse mes mots, et s'il faut, je reviendrai vous faire une démonstration sur la question. Il faut donc tenir compte de ces résultats, dire attendez, la fatigue, il y a eu des chercheurs aussi qui ont parlé purement de la fatigue dans le sens de la psychologie clinique, c'est-à-dire l'observation, l'analyse des performances, mais là, c'est pas des analyses avec le doigt dans le vent, c'est uniquement des repères qui ont été dégagés grâce à des méthodes que nous avons mises au point. Et oui, parce que pour dégager ces données, il faut travailler, il faut mettre en évidence, et avec une certaine méthodologie, les fameuses fluctuations de performance. Alors, évidemment, comme toujours, il y a des excès. Moi, j'ai vu un médecin chirurgien qui m'a dit, vous savez, monsieur, si vous n'êtes pas en forme en ce moment, c'est à cause des rythmes. Les rythmes n'avaient rien à voir avec mes difficultés médicales. Enfin, ça va mieux, je vous rassure. Et donc, nous sommes arrivés là à une période où on a quand même plus d'informations, on n'a plus ce genre de remarques de mes d'éminents collègues qui disent oh, bah oui, mais attendez, là où vous allez dans les rythmes scolaires, mais ça ne veut rien dire, les rythmes scolaires. Si, ça veut dire quelque chose, à la condition que nous soyons raisonnables, nous sachions utiliser nos données d'une manière encadrée et avec le concours de nombreuses personnes. Voilà comment ça se passe. Alors évidemment, les résultats sont ce qu'ils sont et on a parfois quelques surprises désagréables. Je vais vous donner un exemple. Bon, là, comme maintenant, on a un certain corpus de connaissances, on peut l'utiliser, il n'y a pas de souci. Mais on a expérimenté, j'avais emmené toutes mes troupes
et dont les troupes principalement de l'Ortège. On était partis, c'était une vraie expédition, pour expérimenter en Guadeloupe. Certains diront, il prend ses vacances. Non, non, non. Et donc, nous étions arrivés à une conclusion générale qui était de dire, bien, les enfants se portent mieux, les enfants de meilleure performance, les enfants sont plus calmes, les enfants de Guadeloupe, et parce qu'on respecte les rythmes de ces enfants et qu'on considère que certains aménagements n'ont rien à faire dans les conclusions de certaines recherches et qui conduisent, alors là c'est beaucoup plus grave, qui conduisent à dire bon ben voilà, ça sera ça. Et pourquoi vous avez choisi ça? Mais tout simplement parce que ça arrange les parents, ça arrange les enseignants, ça arrange. Non, 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 non. Ça peut fonctionner comme ça, à la condition que la clinique, la psychoclinique en arrière-plan soit là, à la condition que les études rigoureuses soient menées. Alors, j'ai bientôt fini. Je n'ai pas été trop long, parce que c'est pas évident de raccourcir comme ça. Et donc, je dirais que si l'on veut qu'un aménagement du temps soit adapté à l'enfant, eh bien, il faut d'abord en avoir la volonté. Avoir la volonté que les emplois du temps peuvent être et sont et devraient être des emplois du temps qui respectent les données psychologiques et physiologiques que l'on a dégagées auprès des enfants, mais aussi des ados, mais aussi des enseignants, des animateurs. Il y a beaucoup de monde dans cette affaire. Et il y a tellement de monde que parfois il y a quelques pas batailles, mais confrontations qui sont pas toujours très agréables. Mais bon, si c'est les jeux scientifiques, on va jouer ça. Mais je pense que un aménagement adapté des emplois du temps au rythme de l'enfant, aux aménagements, aux emplois du temps, doit être bien réfléchi et l'enfant doit pouvoir y trouver son compte, comme d'ailleurs les adultes. Voilà, c'était très bref, excusez-moi, un peu fouillis, mais on peut difficilement aborder cette question sans couper un peu ce qu'on fait. Et je voudrais vous mentionner quand même un fascicule qui a été, je crois que ça fait une dizaine d'années, qui a été publié par l'Assemblée nationale et où il y avait là unanimité par rapport à les travaux dégagés et relevés par l'Ortège. Et alors, pourquoi vous dites ça? Mais tout simplement parce que on a mis en évidence des résultats qui confirmaient ceux qu'on avait mis en évidence dans d'autres communes, dans d'autres villes. Et moi, je m'étais dit, ça y est, enfin, on arrête de travailler d'une manière subjective, on va travailler d'une manière objective. Enfin, on va écarter certaines données partisanes, politiques ou commerciales pour laisser la place à des chercheurs. Mais je crois que ça a été redit et c'est important, c'est la pyramide centrale, la pyramide là. C'est qu'il faut effectivement qu'il y ait une convergence des travaux, il faut qu'il y ait des recherches communes. Si chacun travaille dans son petit coin, bon, ça ne va pas fonctionner longtemps. Là, ça fait 10 ans, on a évité ce genre de situation. Donc, moi, je ne peux que vous encourager à continuer et à persévérer dans votre démarche, si j'ai bien entendu ce que j'ai entendu. Et c'est d'autant plus courageux d'avoir la démarche que vous suivez que on n'est pas majoritaire dans cette situation. Et qu'il suffit qu'il y ait un ministre qui ait des idées un peu intéressantes, fantaisistes, et bien ça passe. Vous avez quand même un président de la République qui, du jour au lendemain, paf, on passe aux 4 jours, alors que la veille, il disait, ben non, il faut 4 jours et demi. Enfin bref, c'est une situation assez intéressante. Mais, c'est ce qui est très drôle et ubuesque, c'est que vous savez quel est l'emploi du temps l'emploi du temps classique qui est respecté? Ben, c'est l'emploi du temps, ça c'est celui-là, c'est l'emploi du temps des 4 jours et demi, hein, celui d'antan. Et puis le reste, c'est 90%.
Hein. Et 90%, ils suivent ce que ont décidé certains parents. Parce que ces parents, j'ai quand même oublié ce point-là qui est très important, ils doivent avoir les moyens de compter et de dégager des données grâce à des moyens que les communes n'ont pas toujours. Et je sais ce qu'il en est. J'ai été conseiller municipal à un moment. Alors, Ah monsieur, bon, comment? oui, je me permets d'intervenir simplement parce que justement, hein, si on organise cette soirée ce soir, c'est parce que il y a des positions qui ne sont pas convergentes sur ce sujet. Hein, c'est justement l'objet de la réunion de ce soir. Oui. Donc, en effet, tout le monde n'a pas la même vision des choses et comme vous l'indiquez, la fatigue, par exemple, est quelque chose qui peut se mesurer, ou qui est invoqué Oui. par les différentes personnes qui gravitent autour de l'enfant et c'est normal. Mais du coup, peut-être vous êtes bien revenu sur la méthode et les interrogations de votre observateur, mais là, vraiment la phrase qui nous laisse sur notre faim, donc peut-être c'est vos collègues qui ont prévu d'intervenir, mais quand vous dites, vous avez dit cette phrase, la semaine des 4 jours est un non-sens complet, enfin vous avez été assez ferme, est un non-sens complet, ou je ne sais plus comment vous l'avez formulé, en termes de rythme de l'enfant ou d'apprentissage de l'enfant. Je pense que là, c'est vraiment le cœur de la question ce soir. Donc peut-être, je ne sais pas si c'est des collègues qui ont prévu d'intervenir là-dessus. Oui. Vous pouvez revenir Voilà, là-dessus. Ils le feront, hein. Vous inquiétez. Non, je vais me permettre, voilà, je vais me permettre d'intervenir là à ce niveau-là pour compléter justement ce que François, avec toutes les précautions en tant que scientifique qu'il met en place. Alors, juste pour revenir au rythme de la journée, mais c'est quelque chose de très simple que tout le monde connaît à peu près. On sait très bien que la vigilance des enfants augmente le matin, en gros, de 9h à midi à peu près. C'est-à-dire qu'à 8h du matin, ils ne sont pas très, très performants et ça monte un peu à la fois. Qu'il y a un creux, évidemment, juste après le repas et que la vigilance redémarre vers 15h, 15h30 pour aller facilement jusqu'à 17h, voire un peu plus loin. Donc ça, c'est pour la journée. Et dans ces cas-là, nous, à l'Ortège, évidemment, nous recommandons, dans la mesure du possible, avec les enseignants, etc., de privilégier les temps d'apprentissage justement pendant ces moments qui sont favorables, et puis de laisser pour des activités ou de renforcement ou des activités plus ludiques, le début d'après-midi pour que, enfin disons, le tout c'est d'éviter justement des gros apprentissages en début d'après-midi. Alors pour revenir justement sur la semaine de 4 jours, les choses ont été clairement dites et je voudrais justement prendre un certain nombre d'éléments là-dessus pour vous montrer à quel point la semaine de 4 jours est négative. Alors, il faut d'abord savoir que la France, l'école française, est déjà une des rares écoles à proposer une journée de congé au milieu de la semaine. Elle est la seule à proposer la semaine de 4 jours. Tous les pays sont à 5 jours, voire 6. Et donc, là, une semaine chez nous, entrecoupée par une journée, précédemment c'était le jeudi, maintenant c'est le mercredi, c'est quelque chose de tout à fait inhabituel par rapport aux autres pays. Et alors, il faut savoir que la semaine de 4 jours désynchronise complètement la rythmicité journalière et elle provoque un affaiblissement de la vigilance. Au CP en particulier, les élèves qui travaillent 4 jours par semaine sont moins vigilants et ils ont des comportements scolaires inadaptés, ils dorment moins que les élèves présents 4 jours et demi par semaine. Pour eux, pour les élèves de CP, le meilleur moment de la semaine, c'est le jeudi après-midi. Et le plus mauvais, c'est le lundi. Au CM2, on n'a pas trop de différence, sauf dans les secteurs défavorisés ou pour les élèves fragiles. Et la répartition de l'enseignement sur 4 jours allonge et accentue les effets perturbateurs du week-end. Chez certains enfants
c'est le lundi, et ça peut aller jusqu'au mardi matin. Alors de plus, ça engendre évidemment un alourdissement du contenu de la journée scolaire que nous considérons déjà comme beaucoup trop longue, notamment pour les tout petits, puisque les journées sont automatiquement de minimum 6 heures. Enfin, accorder une demi-journée supplémentaire de congé n'est pas profitable à tous les enfants. Au contraire, ça peut accentuer les différences. Pourquoi? Eh bien, parce que certains enfants profitent pleinement de la libération du temps. D'autres subissent le temps libéré. Lorsqu'il n'y a pas, c'est curieux, j'entends un bruit complètement différent. Alors, lorsqu'il n'y a pas d'accompagnement péri extrascolaire, la libération du temps n'est pas synonyme d'épanouissement. Il suffit de regarder les taux d'écoute télévisuelle en fonction de la zone d'éducation ou en fonction des emplois du temps. Alors, il y a quelque chose de curieux. Quand on regarde justement le niveau européen, on peut remarquer que les temps libres les plus longs, aux temps libres les plus longs, correspondent les temps d'écoute de la télévision les plus élevés. Dans une étude qu'a menée François Testu d'ailleurs, sur les rythmes scolaires en Europe, pour une population d'enfants âgés de 10-12 ans, les téléspectateurs les plus assidus sont anglais et allemands. On trouve 58% des élèves anglais et 44% des élèves allemands qui déclarent passer plus de 2h30 devant la télévision, les jours de classe. Les plus petits consommateurs actuellement sont encore les Français, où on a 18% de la population qui est au-dessus de 2h30. Alors à la question maintenant, comment accompagner les différents temps de l'enfant en respectant ses rythmes? Alors il est question maintenant d'examiner, et c'est ce que François Testu évoquait tout à l'heure, avec les difficultés justement du travail parental. Il faut savoir, bien sûr, enfin tout le monde le sait, que le temps de l'enfant ne se limite pas au temps passé en classe. Les enfants passent en moyenne 9h30 à 10h en dehors de la maison, depuis le moment où ils partent du domicile jusqu'au moment où ils en reviennent. Et il y a aussi, après, une fois qu'ils sont rentrés, les devoirs et les leçons. Alors, l'analyse des relations entre la journée de l'enfant et la journée de travail parental montre des liens différenciés selon les catégories professionnelles. Le fait de pouvoir contrôler ses horaires de travail est plus présent chez les cadres que chez les employés. Les femmes cadres ont moins de latitude sur leurs horaires que les hommes cadres. Et les hommes employés ouvriers ont moins de latitude que les femmes ouvrières. Les enfants de 6-8 ans dont les parents ont les plus longues journées de travail présentent des performances moins élevées tout au long de la journée et tout au long de la semaine. Entre transports, lorsque les enfants sont à l'extérieur, enfin lorsque les parents sont amenés à travailler à l'extérieur, à partir du moment où il n'y a pas de structure d'accueil, les parents sont amenés à choisir des écoles proches de leur lieu de travail ou à opter pour des structures de loisirs qui correspondent plus à leurs horaires qu'aux intérêts des enfants. Et les élèves qui ont les journées les plus longues présentent une chute importante des performances sur une grande partie de l'après-midi. Alors, les choses sont encore plus difficiles lorsque l'adulte ne peut pas prévoir ses horaires de travail, lorsque l'adulte est en télétravail et où justement la dilution entre l'espace professionnel et l'espace personnel est assez compliquée, ça a des effets assez importants sur la vie de l'enfant. Et lorsqu'il n'y a qu'un seul adulte dans le foyer, ces derniers ont des journées qui s'allongent à peu près de 60 minutes. Alors que mettre en œuvre pour assurer une continuité éducative entre les différents temps? La politique d'aménagement du temps scolaire, péri et extrascolaire. Alors, je ne sais pas si François, tu veux dire un mot là-dessus, sur la politique d'aménagement. On ne t'entend pas.
Micro. François. On n'entend plus François, t'es-tu? François, il faut activer ton micro, s'il te plaît. Mhm. Bien, je vais prendre la parole un peu puisqu'on a des difficultés avec lui. Alors la politique d'aménagement, elle et Franck Montuel va en parler après justement au travers du PEDT. On est là maintenant avec une école qui s'ouvre sur l'extérieur et donc si l'école a vocation de s'occuper d'instruction, automatiquement quand l'école s'ouvre sur l'extérieur, on est plus sur la notion de coéducation qui devrait être une réalité. Et là-dessus, je vais laisser la parole à Franck Montuel, mon collègue, pour évoquer le PEDT. Voilà, Franck, à toi. Allume ton micro, Franck. Mesdames et messieurs, j'espère que vous m'entendez. Alors, je suis Franck Montuel, enseignant du premier degré, inspecteur de l'éducation nationale hors classe. Et pour tout vous dire, je suis le disciple de François Testu, pour qui j'entretiens une profonde estime et même une forme d'admiration. Je suis à l'origine de l'instauration du PEDT de Douai-Oisier, qui est un PEDT tout à fait premier. Il est un des premiers, c'est une des premières cités éducatives qui a été créée. Et j'ai été secrétaire général adjoint du syndicat de l'inspection, syndicat qui représente 75% du corps d'inspection. Je suis, Madame le maire, Mesdames et Messieurs, Monsieur le président de l'Ortège, Monsieur le professeur Testu, tout à fait admiratif de la ville de Pibrac, en ce que, en lisant le PEDT de votre commune, je me suis rendu compte que la ville avait choisi de créer une délégation, c'est-à-dire un poste d'adjoint, au bien grandir. C'est absolument original, absolument intéressant et tout à fait impressionnant. Je vous parlerai en lien avec les rythmes scolaires du PEDT, qui est un document qui me paraît un document tout à fait essentiel. C'est un document que je considère comme un document d'ordre politique au sens le plus noble du terme, en ce qu'il résulte d'une volonté éducative partagée. Ce document, ce PEDT, atteste d'un engagement, un engagement collectif et qui permet de décliner une ambition pour tous les jeunes du territoire concerné, celui de Pibrac. Ambition en lien avec le concept de réussite. Mais de quelle réussite parlons-nous? S'agit-il seulement de réussite scolaire? Je ne crois pas. Le PEDT de Pibrac est à l'évidence adossé à un diagnostic, un état des lieux particulièrement sérieux. Dans ces conditions, ce PADT me paraît particulièrement pertinent. En outre,
tout acte éducatif, toute action sociale, en ce qu'elle mobilise des moyens, implique, à toute évidence, implique des coûts. Et en toute démocratie, à partir du moment où l'on implique des coûts, cette action doit en toute transparence faire l'objet d'une évaluation que je qualifierais de sincère et de rigoureuse. Dans son ambition, le PEDT en général, comme le PEDT de Pibrac en particulier, doit tendre, et il le fait, vers une égalité des chances renforcée. Égalité des chances renforcée. Égalité des chances renforcée de manière rigoureuse, et dans son ambition, le PADT tend, celui de Pibrac également, vers une égalité des chances. Il s'agit ici de renoncer à tout privilège. Dans le cadre de l'application du PEDT, il n'y a pas de domaine réservé, il n'y a pas de tabou, il s'agit de travailler ensemble selon des principes qui me semblent être des principes de coéducation. Et quand je parle de coéducation, je veux dire que si coéducation il s'agit d'associer tous les acteurs impliqués dans la diversité de leur rôle et dans la diversité de leur statut. Quand je parle de diversité de rôle et de statut, je pense évidemment aux enseignants, aux animateurs, à tous les acteurs concernés et pourquoi pas aux soignants. Ça veut dire que le PEDT de Pibrac témoigne nécessairement d'une approche globale. On ne peut scinder la vie du jeune ou de l'enfant. L'enfant et l'élève ne sont pas, selon nous, à leur âge, ne sont pas différents. L'enfant ou le jeune ne change pas de nature ni de besoin en franchissant le seuil de l'école le matin ou en rentrant le soir à la maison. Il s'agit du même enfant, du même élève. Lors de ma formation, certes, il y a très longtemps, on me disait attention, ne mélange pas, ne confonds pas l'élève et l'enfant. C'était une ânerie profonde. Oui, l'enfant est le même que l'élève. Il a des besoins tout à fait analogues. Et s'agissant de la conduite du PEDT, je voudrais ajouter que dans le travail de pilotage dont il est question, il s'avère du partage d'informations parfois sensibles, et ce partage est impartial absolument crucial. Il suppose évidemment le respect de règles éthiques, un peu comme vous le faites dans le cadre de la conduite, ou comme vous le faisiez dans le cadre de la conduite du PRE, vous savez, le projet de réussite éducative. Ça veut dire que dans ce travail, on évite d'utiliser les noms, les patronymes, on reste le plus sobre et le plus anonyme possible. Dans ces conditions, j'ai le sentiment
mais cela n'engage que moi, après lecture du PEDT de PIBRAC, que vous avez un document à vocation programmatique qui est tout à fait intéressant et pertinent. Il est intéressant et pertinent parce qu'il est adossé à un arbitrage vraiment pertinent sur le choix des résistances, des rythmes scolaires. Juste, si vous me le permettez, et pour conclure, je dirais que ce qui pose un peu problème, c'est, je le disais en début de mon propos, cette ambition en lien avec la réussite, mais de quelle réussite parlons-nous? S'agit-il seulement de réussite scolaire? J'ai lu votre PEDT, vous parlez d'extension de la compétence PEDT aux plus jeunes enfants, aux très jeunes enfants, et puis aux adolescents un peu plus âgés. La question qui demeure, c'est probablement celle d'une authentique évaluation. Oui, la ville de Pibrac engage des moyens au service d'une réussite, au service d'un bien-être, en toute logique républicaine et même en toute logique démocratique. Ces moyens qui ont un coût important, qui ont un coût, il s'agit évidemment d'évaluer les résultats. C'est là où l'Ortège, qui dispose et d'une méthodologie particulière et de moyens et de savoir et d'experts, a vocation, le cas échéant, et si vous le souhaitez, Madame le maire, à vous aider à évaluer aussi objectivement que possible le déploiement de ces moyens dont on apprend en lisant le PEDT de votre commune, dont on apprend qu'ils sont absolument considérables. Alors je me tiens à votre disposition pour répondre aux questions que vous pourriez avoir à ce propos. J'espère avoir été suffisamment clair et je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup. Alors, merci Franck. Je vais conclure et en essayant de répondre, enfin disons pour aller dans le même sens, répondre à une question qui avait été posée à notre niveau, qui concernait l'interrogation des enfants. Pourquoi on ne demande pas l'avis des enfants? Eh bien, effectivement, c'est quelque chose de... Excusez-moi, il faut arrêter. Je pense que il ne faut pas bouger le. Ouais. On entend les forces du vent. Oui, je disais que ce que disait Franck Montuel, c'est que à l'Ortège, justement, nous avons tout un arsenal tout un protocole d'évaluation qui concerne également des questionnaires auprès des enfants et qui permettrait justement de voir un peu ce que pensent les enfants, comment ils fonctionnent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment moins, etc. À la fois des questionnaires auprès des enfants, des parents d'élèves, des enseignants, etc., pour faire avancer, pour faire progresser votre PEDT
qui, comme le disait Franck, est tout à fait remarquable. Voilà, on s'arrête là et on va vous laisser, on va laisser la salle, on va vous laisser poser les questions, puis on essaiera de répondre au mieux. Voilà, merci en tout cas. Merci beaucoup à vous. Je reprécise, donc le cadre là, ont été invités tous les parents d'élèves et toutes les équipes pédagogiques. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure l'abréviation PEDT est maîtrisée par tout le monde. C'est le projet éducatif de territoire. C'est le document qu'on co-construit avec l'intégralité des parties prenantes en matière de coéducation et qui, après, nous guide à la mairie dans nos orientations politiques par rapport au bien grandir. Et on a des axes avec des priorités. Vous le savez, les parents, sur le savoir rouler, sur l'alimentation, c'est des questions notamment qu'on travaille beaucoup à la mairie sur le temps périscolaire. Voilà, et donc ça, c'est notre cadre co-construit pour orienter nos politiques publiques. Donc, on remercie l'Ortège pour le retour sur ce PEDT. Je vous promets qu'on ne leur a pas donné un chèque pour qu'ils disent que le PEDT était formidable. Nous n'en avions même pas discuté au préalable. Voilà, je ne voudrais pas que ça donne l'impression qu'on se fait un auto-satisfecit. Mais je vous remercie quand même du fond du cœur et notamment au nom des équipes pour ces mots. Alors, maintenant, on va laisser la parole aux parents, aux équipes pédagogiques. Donc, pour voir par rapport, là, on a eu une présentation globale à la fois sur les questions de fonctionnement de l'enfant, la question du PEDT, la question de où en était la recherche sur cette question de rythme biologique et psychologique, mais je pense que vous attendez les parents peut-être à ce qu'on revienne de manière plus opérationnelle sur certaines questions, ou les enseignants ou les directrices, directeurs. Donc, je vous laisse la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro et votre micro et ou votre caméra, ou alors poser la question dans le chat. Il y a une question en ligne? Ah. Il n'y a personne? C'est toujours compliqué, même quand c'est dans une salle en vrai, c'est toujours le premier, là, il faut se lancer. Ah, c'est la première question qui coûte. Voilà, c'est ça, je suis sûre qu'il y en a. Alors, soit tout est clair, soit on ne répond pas à vos interrogations et du coup, vous ne savez plus trop quoi dire, soit vous n'osez pas, mais dans tous les cas, je pense que ça vaut le coup que quelqu'un se lance. Bonjour à tous. Bonsoir. Bonjour, Monsieur Romy, allez-y. Je me lance. Merci pour l'intervention. Du coup, moi, je voulais savoir concrètement qu'est-ce qui fait la différence entre les deux rythmes. J'ai compris que le rythme 4 jours et demi était plutôt celui qui portait les faveurs de l'Ortège. Mais concrètement, qu'est-ce qui fait la différence, sachant que finalement, les parents travaillant 5 jours sur 5, les enfants sont toujours sans les parents, quelle que soit l'option choisie, en fait. Merci. Ça rejoint peut-être aussi une question du chat qui est: pourriez-vous revenir sur l'intérêt de la semaine de 4 jours et demi, s'il vous plaît? Donc peut-être que là, si on pourrait revenir de manière synthétique sur la comparaison 4 jours et demi, quelle est la différence pour un enfant? Et la question de monsieur qui est absolument pertinente, qui est de dire, bon, certes, ils sont pas à l'école, ou ils sont à l'école, mais finalement, ils sont aussi dans un environnement qui n'est pas forcément celui d'un apprentissage. Bien, je vais répondre. En fait, effectivement, les travaux malgré tout montrent que la semaine de 4 jours, automatiquement, les journées, quand on prend la semaine fait 24 heures, donc si vous réduisez à 4 jours, ça fait des journées de 6 heures. Et les journées de 6 heures, c'est long. Donc ça augmente justement, ça oblige les enfants à partir relativement tôt et ça leur fait de longues journées dans la mesure où en plus la plupart du temps le soir quand ils rentrent à la maison ils ont encore un peu de travail et donc ça
ça diminue justement le temps de sommeil. Alors après, ce qui est important, je veux pas. Alors c'est vrai que il est préférable, hein, au travers des études qui ont été faites, il est préférable. Je veux dire, à la limite, il vaudra mieux même une semaine de 5 jours, ce qui existe dans les autres pays, et ce qui permettrait justement d'avoir des journées plus courtes, en démarrant peut-être un peu plus tard et en finissant soit un peu plus tôt, soit en ayant disons des après-midi ou des débuts d'après-midi plus ludiques, plus sportifs, etc. Donc ça peut être aussi une question, dans la mesure où justement, comme disait le monsieur, les parents qui travaillent 5 jours Excusez-moi, et donc excusez-moi, obligent les excusez-moi, enfants monsieur. à Juste, midi. c'est très compliqué de Je vous vous écoute. entendre. Je pense que c'est parce que vous avez votre écouteur qui bouge et nous, on a des gros grésillements. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez juste tendre le fil, c'est qu'il ne bouge pas le micro parce que c'est compliqué. Ouais. D'accord, je vais l'enlever. Là, donc je disais que Ah, super. On ne vous entend plus du tout. On ne vous, vous entend pas. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Ou c'est nous qui n'entendons plus. Personne n'a l'air de réagir. Excusez-moi, on ne vous entend pas. Non, mais parce qu'en fait, il n'a pas le truc. je pense qu'il ne nous entend plus. À tous, on vous entend. Enfin, je sais que vous l'entendez plus. Vous devez m'entendre à moi. Est-ce que quelqu'un peut faire un signe ou dire que vous m'entendez bien? Oui, voilà, ok. Donc c'est Monsieur Volcric. Là, il faudrait que quelqu'un lui dise qu'on l'entend plus. J'essaye de lui faire des signes. Monsieur Testu ou Monsieur Montuel, vous avez peut-être son numéro pour lui dire qu'en fait là. C'est un monologue. Ah oui, non. En fait, il a enlevé ses écouteurs. Monsieur Volcric. Voilà. Là, vous avez le micro coupé, on ne vous entend pas depuis tout à l'heure en fait. Pour rallumer le micro. Voilà. Oui, je suis au regret de vous dire que depuis 5 minutes, on essaye de vous faire des signes, mais on ne vous entendait pas en fait. On ne vous a pas entendu du tout. Ah bon? Oui. Bon, donc il faut que je recommence. Eh oui, eh oui. Je suis désolé. Écoutez, je vais mettre les 2 oreillettes et j'espère que ça grésillera moins de cette façon-là. Voilà. Alors, je disais donc que la semaine de 4 jours et demi permet justement d'avoir des journées moins longues. Le problème de la semaine de 4 jours, c'est que les journées font 6 heures.
Donc ça oblige les enfants automatiquement à se lever plus tôt et à finir plus tard, et ça réduit dans la même mesure les heures de sommeil. À partir du moment où, alors même la semaine de 4 jours et demi pourrait s'envisager, d'ailleurs il y a des études qui ont été faites de ce côté-là, pourrait s'envisager avec le samedi libéré et le samedi matin travaillé et pas le mercredi. Et on a différentes formules qui existent, soit 4 jours, mais 4 jours et demi, ça peut être avec le mercredi matin ou avec le samedi matin, ce qui plaît moins aux parents d'élèves, évidemment, mais en termes de rythme, c'est quelque chose d'assez positif. Mais de toute façon, ce qui est important, parce que malgré tout, il y a quand même pas mal de communes qui sont à 4 jours. Ce qui est important, c'est la cohérence, c'est ce que j'expliquais, la cohérence entre les temps scolaires, les temps périscolaires et l'extrascolaire, c'est-à-dire une bonne harmonisation entre ce que font les enseignants, les animateurs et tous les animateurs aux différents temps. Ce qui est important, c'est que les enfants aient le sentiment de que les adultes qui les entourent se connaissent et travaillent un peu dans le même sens, dans la même direction. Voilà. Alors précisément, je me permets de rebondir. Euh, Moi, personnellement, je suis plutôt favorable à la semaine de 4 jours et demi, effectivement, donc je vais plutôt abonder dans votre sens. Mais si je me fais l'avocat du diable et je réfléchis aussi dans l'autre sens, pourquoi dans ce cas-là favoriser des semaines à 4 jours? Quels sont les arguments pour faire des semaines à 4 jours? Et, et particulièrement sur le sommeil, ça ne changerait pas grand-chose que ça soit 4 jours ou 4 jours et demi. Les élèves, les enfants auraient toujours les mêmes temps de sommeil, mais ils passeraient plus de temps au centre de loisirs le mercredi et plus de temps à l'école les autres jours. Donc après, sur le sommeil, ça ne changerait pas grand-chose. C'est une question de concentration sur le temps scolaire, en fait. Oui, alors tout le problème, vous voyez, c'est tout le problème, c'est la cohérence. Alors, effectivement, le fait d'avoir une semaine de 4 jours, bon, ça permet d'avoir des activités plus longues le mercredi, mais il est important dans ces cas-là que les enfants aient tous la possibilité de participer à ces activités du mercredi. Sinon, vous risquez d'avoir toute une population d'enfants, et en général sur les enfants les plus défavorisés, qui ne participent pas aux activités du mercredi, et donc qui restent chez eux et qui regardent la télévision. Merci. Alors, dans les autres remarques, là, donc, on avait dans le chat une remarque qui va un petit peu dans le sens que vous disiez, à savoir que quand on a 5 matinées, ça permet aussi d'avoir des séquences plus courtes. Et ça permet donc des séquences plus courtes le matin, puisqu'on a 5 matinées, et donc d'avoir une meilleure Des attention et apprentissages, investissement des élèves. Voilà. tout à Et fait. après, par rapport à ce que vous disiez, il y a une autre réaction d'une des directrices de l'école qui nous dit que c'est bien aussi 4 jours parce que ça permet aux équipes enseignantes d'avoir un temps vraiment d'échange entre eux et que ça, c'est aussi important pour fonctionner correctement avec les enfants. Donc, si vous pouvez peut-être avoir une réaction sur ça. Alors, je vais réagir là-dessus et je vais dire quelque chose qui va pas forcément plaire, mais dans la mesure où le début d'après-midi est un temps qui n'est pas favorable aux apprentissages. Pourquoi ne pas envisager justement après le temps de cantine un temps réservé justement à des activités ludiques et autres menées par des animateurs qui libéreraient pendant ce temps-là justement les enseignants et les enseignants qui reprendraient des apprentissages à partir de